Bonjour. Manège du Savoir reçoit aujourd'hui la princesse Juliette Lewad. Cette réception se déroule dans le 15e arrondissement de Paris. Princesse, bonjour. Je rappelle que votre nom c'est princesse Juliette Lewad, alias Menyi Juliette Belga Lewad. Et que veut dire Menyi Menyi pour les connaisseurs, Menyi veut dire guérisseur. Et Belga Lewad parce que j'ai hérité de ma mère qui s'appelait Menyi Belga. Et vous êtes en partie aussi guérisseuse. On en reparlera tout à l'heure dans la deuxième partie de notre entretien. Je rappelle que vous avez fait une carrière totalement ou dominante scientifique. Vous êtes, princesse Juliette Lewad, chercheuse, inventrice, écrivain et cosmologue. Mon cursus est assez, il est assez atypique. C'est vrai que j'ai fait des études de finance parce que je voulais faire banque. En fait, l'objectif était de faire banque. Donc, j'ai fait des études d'économie à l'université d'Assas et ensuite des études de gestion à l'université de Paris-Dauphine. J'ai d'abord travaillé un peu pour les chambres de métiers, les chambres de commerce de Paris et de Marseille pour faire les Quand vous dites travailler, qu'est-ce qu'on doit entendre? Vous étiez salarié, c'était des missions? C'était des missions en partenariat Nord-Sud. À l'époque, c'était à la mode. C'était de rapprocher les entreprises du Nord et du Sud. Donc à cet effet, j'avais fait des missions en Côte d'Ivoire et au Cameroun. À l'époque, sur le Cameroun, on travaillait un peu pour la SNI, parce qu'il y avait un projet de cellulose à 100 millimètres et c'était en fait pour évaluer la rentabilité la faisabilité de ce projet-là. Une fois terminée cette mission, je suis revenue sur Paris. Je suis rentrée au Cameroun, j'ai travaillé pour une entreprise familiale. Qui s'appelait les établissements Ration, AEDA. Qu'est-ce qu'on y fait dans ces établissements? C'est une structure complexe, enfin hôtelière, cinématographique, faisait du tourisme, restaurant et nightclub. Et ça a duré combien de temps cet intermède? Ça a duré 2 ans. J'ai travaillé avec mon père et là j'étais très jeune et il fallait en fait gérer des gens qui m'avaient vu naître. Oui. Donc, quand vous dites que vous étiez très jeune à l'époque, ça veut dire que vous avez quel âge à peu près, sans discrétion? Oh non, je devais avoir, je suis sortie de l'école à 24 ans, donc je devais avoir 25 ans. 25 ans voilà. Alors je rappelle qu'un cursus universitaire absolument plein, très riche et chercheuse. Quand nous parlons nous vous appelons chercheuse, dans quel domaine? La recherche, enfin partout où j'ai travaillé, que ce soit à la banque, ça a été la recherche. Par exemple, à la banque, j'ai eu à mettre en place des procédures comptables pour les nouveaux instruments financiers. À l'époque, les banques, il y avait ces nouveaux instruments financiers qui étaient sortis et les banques ne savaient pas les comptabiliser. Ils le faisaient selon l'ancienne méthode, mais ils ne savaient pas s'ils perdaient de l'argent ou pas. Donc, ils avaient fait une cellule de recherche où nous devions trouver comment comptabiliser
C'est créer des nouveaux outils, c'est technique, c'était des nouveaux outils informatiques, non, comptable. Une autre manière de faire la comptabilité. C'est-à-dire, c'est comme si une entreprise vend quelque chose, elle ne sait pas si elle perd de l'argent ou si elle en gagne. Il fallait en faire parce que tout le monde en faisait, mais eux ne savaient pas le comptabiliser. Donc il fallait à la fois travailler avec les informaticiens, travailler avec le front office, donc les traders, et voir comment est-ce qu'ils travaillent. Comment est-ce que le back-office enregistre ces opérations-là et mettre en place au niveau financier le système comptable qui fait en sorte qu'on puisse dire tel trader a travaillé, sur tel produit on a perdu ou on a gagné de l'argent. Et aussi, enfin, le gros était de faire, enfin, comme toute entreprise, c'est faire en sorte que le fisc voit le moins. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Il y a bien sûr eu de l'invention, de la création. Il y a eu 2 ouvrages qui sont sortis. Aujourd'hui. Théorique, hein? Parce que là, non, pratique. Il y a eu un livre qui est sorti, théorique et de la création. Sur le plan pratique, j'ai mis en place la comptabilisation des opérations de change à court terme et à long terme, la comptabilisation des engagements de retraite. Ça a été vraiment mon dada. On est dans l'invention là. Oui, on est dans la création. Un côté conceptuel, et métier. Oui. Ouais. Aujourd'hui, normalement, les banques, je pense, continuent à comptabiliser selon la méthode que j'avais mise en place. Alors, après, on va y revenir sur ce point qui est important pour le transfert de technologie, même si elle ne peut être que symbolique. Mais c'est cette démarche également qui vous amène à écrire, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, vous, princesse Juliette Lowad, vous êtes aussi écrivain. Mais vous souhaitez qu'on vous appelle écrivaine. Toujours la différence, mais pourquoi? Oh, moi, ça m'est égal. Quand on dit écrivain. Oui, mais moi, j'ai votre CV où vous avez vous-même marqué que écrivaine, c'est qui veut dire que vous préférez quand même, s'il y a une préférence, on vous appelle écrivaine. Je suis une femme, donc s'il y a un nom pour le désigner, pourquoi pas? C'est au moins pour ne pas faire l'amalgame. Alors, vous écrivez? Oui, j'écris. C'est déjà sorti de la fac, mon mémoire, qui avait été c'était une approche comparée des méthodes fiscales en Afrique. Donc, ce mémoire avait été plébiscité par mes professeurs, qui l'avaient proposé à la Chambre de commerce. Vous l'avez soutenu quand, C'était en 86. Donc, il avait proposé à la Chambre de commerce et la Chambre de commerce avait décidé de l'éditer. Donc, mon premier ouvrage a été celui-là. C'était une pratique comparée des codes d'investissement et donc, vous avez repris les travaux de votre mémoire qui est... Le mémoire, j'ai dû retravailler dessus parce que le mémoire, je l'avais fait de manière théorique. C'était pour les universitaires. Et il fallait le mettre à la portée des entrepreneurs. Qui, eux, il ne fallait pas que ce soit très compliqué. Il fallait aller très vite à ce qui était pratique pour eux. Donc, j'ai dû retravailler à l'époque avec Ernest Young, le cabinet d'audit, pour voir comment les entreprises pensent et remettre l'ouvrage à la portée des entrepreneurs. C'est toujours vendu à la Chambre de commerce. Puisque vous m'y amenez, est-ce que cet ouvrage est toujours, disponible et qu'il peut aider à l'Afrique, à la jeunesse africaine, depuis l'époque, en général et camerounaise, puisque c'est un savoir? Il est sorti en 87 et je me rends compte qu'il est toujours disponible. Il a été publié en allemand aussi. Et ça veut dire que personne n'a rien fait depuis et les entrepreneurs continuent à pour qu'on comprenne bien, princesse Juliette Lowad, si moi j'étais dans votre domaine, il se trouve que je ne fais pas partie de votre domaine, si j'achète cet ouvrage et que je lis, j'améliore mes compétences dans votre domaine qui est la comptabilité. Non, là c'était plutôt sur la fiscalité. Sur la fiscalité, voilà. Pardonnez-moi. Non. Est-ce que je m'améliore dans ce domaine-là en lisant, en partant de vos travaux? Oui, bien sûr. L'objectif était de savoir d'aider les entreprises françaises à choisir dans quel pays il était mieux pour eux d'investir sur le plan fiscal. Qu'est-ce qu'ils gagnaient à aller au Burkina Faso ou bien à venir au Cameroun. Partant de la politique fiscale du pays concerné, qu'il soit français, la France ou le Cameroun, le Burkina Faso. C'était une étude comparée des différentes politiques fiscales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Voilà. Donc, je crois qu'on a pris 6 pays, et on avait les 6 pays émergents à l'époque.
Et c'était comparé. Quels sont ces pays-là? Je crois qu'il y avait pour l'Afrique centrale, c'est sûr, le Cameroun, il devait avoir le Gabon et le Congo, je ne me rappelle plus. Et puis sur l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et le troisième pays devait être le Bénin, je crois. Alors donc, vous voilà donc enfin, inventrice, écrivain, et malgré ou avec cette activité déjà intense, vous entrez dans... Comment vous arrivez, vous entrez dans la cosmétologie? Voilà. Vous avez vu, cosmétologue, Oui. déjà, qu'est-ce que ça veut dire, hein, parce que... Cosmétologue, ça veut dire que je fabrique, je produis les produits cosmétiques. Donc, c'est-à-dire vous les créez, je les crée. vous les concevez, je les conçois, voilà. je les conçois, je les teste et je les mets en vente. Voilà, je les produis. On est déjà dans plusieurs disciplines là. Il faut concevoir, il y a là toutes sortes de disciplines qui interviennent. Il faut quand même avoir une idée de la science, de la médecine, je pense même. Et puis voilà, le dosage des produits pour qu'il n'y ait pas plus de ceci, plus de cela. Il faut dire, j'ai fait un bac scientifique, ils appellent ça aujourd'hui bac scientifique, le baccalauréat D, qui a mené en fait aux études de médecine, de chimie et autres. Sauf qu'avec ça, j'ai plutôt fait une orientation finance. Ça ne m'avait pas servi jusqu'à ce que je revienne un peu à la cosmétique. Ce qui s'est passé, c'est qu'après mon passage à la banque, j'ai été courtisée par Shell Houston, qui m'a... C'est quoi cette... Shell Houston, entreprise de pétrole. De pétrole. Cette entreprise, elle est européenne, elle est américaine? Elle est américaine. Elle est américaine et elle a une succursale au Cameroun qui est Pecten. Donc, il voulait, avec mon passage à la banque d'affaires Indosuez, voulait que je forme un trader sur place, un métier de trader, que je forme un trader sur place, car il ne savait pas faire ce métier-là. Jusque-là, le poste était tenu par une Américaine aux États-Unis, sauf qu'avec le décalage horaire, ils avaient du mal à faire les closings, donc les arrêtés de compte. Donc, ils m'ont engagé pour mettre en place un système sur le Cameroun, de manière à ce que le Cameroun soit autonome. Très bien. Donc, je suis allée pour cette mission-là, et étant un peu blasée des villes venant de Paris, Douala ne m'intéressait pas beaucoup, donc j'ai passé mes week-ends à sillonner les villages. Et c'est ainsi qu'en sillonnant les villages, je me suis rendu compte que les femmes qui étaient... Quel village? Parce que le Cameroun est grand, village du centre, du sud, de l'ouest? Du littoral et de l'ouest. Je me suis rendu compte que les femmes qui n'étaient pas touchées par la civilisation occidentale, qui vivaient d'autoconsommation, avaient une belle crinière et une peau magnifiquement unifiée. Or, nous, en ville, qui nous disions développés et qui avions, soi-disant, de l'argent, dépensions une fortune dans les salons de coiffure, dans les instituts de beauté, chez les dermatologues, et passions notre vie à régler nos problèmes. À dépenser tout l'argent des maris, parce qu'en principe... des maris, je ne dépensais pas l'argent de mon mari, je travaillais. Donc, dépenser une fortune, à perdre nos cheveux dans les salons, et à avoir tout le temps des boutons, avoir des problèmes de peau. Moi, à l'époque, je dépensais une fortune... chez le dermatologue tous les mois, parce qu'il fallait qu'on me perce les boutons au laser, car je ne voulais pas de taches noires. Et, voilà, si vous permettez, voilà, donc entrer dans la bagarre culturelle qui consiste à imposer le savoir-faire africain à travers sa culture, et en particulier à travers ses cheveux et les habits. C'est un dur combat, puisque les habitudes, vous l'avez rappelé, sont là. C'est-à-dire que pour la plupart des Africaines ou des Africains, on va plutôt vers ce qu'on appelle la vie moderne, acheter et surtout se coiffer à l'européenne. Alors, ce combat,
de l'existence d'une culture authentique, traditionnelle. Comment vous l'avez abordé? C'est venu comment pour dire je veux imposer à la fois les produits et à la fois rappeler, en tout cas enseigner aux femmes africaines, leur faire comprendre que leurs cheveux sont sacrés, c'est-à-dire il ne faut pas abîmer ces cheveux-là, et par opposition à un discours très courant qui veut dire ça fait moderne quand on va dans un salon de coiffure. Oui, mais ce qui s'est donc passé, c'est qu'en voyant ces femmes qui vivaient d'autoconsommation, qui avaient cette magnifique crinière et qui avaient de belles peaux, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment se fait-il que nous, qui dépensions de l'argent, n'avons pas de cheveux, perdons nos cheveux sur les tempes, avons des calvities ou avons des boutons. Parfois blanche, les cheveux blancs avant l'heure. Non, blanc, mais à la limite, c'est génétique. C'est pas tellement un problème de l'avoir abîmé par les produits cosmétiques, mais le problème d'alopécie et de chute de cheveux, qu'ils soient devant, derrière, qu'on est obligé de cacher par des perruques, qu'est-ce qui fait que on nous fait croire que les cheveux crépus ne poussent pas, alors que ces femmes ont des cheveux qui poussent, ont des dents de cheveux. Donc c'est là où j'ai eu un déclic, où je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est sûr. Elles sont dans le vrai, nous sommes dans le faux. Une chose est sûre, c'est qu'elles ne pouvaient pas faire ce que nous faisions, parce qu'elles n'avaient pas les espèces sonnantes et trébuchantes pour acheter ces beaux produits des mastodontes. Elles vivaient d'autoconsommation. Et ce qui est aussi sûr, c'est que nous ne faisions pas ce qu'elles faisaient. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient qui différenciait, qui faisait que leurs cheveux pouvaient pousser? Ou qu'est-ce que nous faisons qui faisait que nous perdions nos cheveux? Et donc, c'est cette recherche, la recherche est partie de là, en fait par curiosité. L'objectif n'était pas de créer une marque de cosmétiques, l'objectif était de me soigner moi, d'arrêter ce lavage de cerveau où on nous fait croire que l'Africain n'a rien, qu'on n'a rien créé, qu'on a attendu le blanc pour ça. Et donc en côtoyant cette population, c'est comme si on demande à quelqu'un pourquoi tu es propre, il ne va pas vous dire c'est parce que je me lave avec du savon, pour lui c'est évident. Alors vous avez préféré, princesse Juliette Lewad, plutôt que de se lamenter, mais d'agir pour montrer que les Africaines en général, ou les Africains, et on est dans le culturel, je l'ai rappelé, doivent être fiers de ce qu'ils ont, de ce qu'ils font, en tout cas du savoir africain. En tout cas, plutôt que de le dire, mais vous l'avez fait, vous le faites en France, puisque nous sommes ici dans votre magasin qui dispense des soins et des produits, et vos produits. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous demander que sur cette somme d'expérience, on a très rapidement survolé là quelques-unes des spécialités dont vous avez la maîtrise. Comment vous êtes au Cameroun aujourd'hui, comment vous pourrez transférer ce savoir dans les domaines qui sont les vôtres? Comment je peux le transférer? Enfin, l'enseigner pour simplifier. Pour l'instant, il ne faut pas oublier que nos produits sont fabriqués au Cameroun. Donc, par les Camerounais et sous votre direction. Voilà, c'est fabriqué au Cameroun. Au Cameroun et des Douala. Non, ça je ne dirais pas, c'est très professionnel. C'est secret professionnel. Donc, c'est fabriqué au Cameroun par des Camerounais, parce que ce sont des techniques ancestrales africaines. Spécifiques, oui. Voilà, donc il n'y a pas de raison de venir les fabriquer ici. C'est quelque chose qui est né, qui est issu de là-bas. Donc ici, on ne fait que les derniers mélanges et le conditionnement. Donc pour le savoir-faire, on l'a. Simplement, les gens ne regardent pas de très près ce qu'ils ont. Peut-être aussi c'est de là de votre faute, le déficit de communication, d'information, de promotion de ces produits mis du terroir. Notre faute, chacun son domaine. Pour l'instant, on a réussi à produire, c'est déjà bien. Maintenant, la communication qui va la faire, c'est encore un autre métier. Oui. Donc ça, c'est le vôtre. Enfin, le mien, peut-être. Oui, des médias, bien sûr. Comme on dit, on ne peut pas faire un nœud avec une seule main. On a besoin des uns et des autres pour que ce soit connu. Notre combat aujourd'hui consiste à demander aux gens d'arrêter de se défriser les cheveux, parce que depuis que je suis dans ce domaine-là, qu'est-ce que je constate? C'est les dégâts énormes. Parce que quand j'ai trouvé mon premier produit, c'était une crème bain shampoing. Et je m'étais rendu compte que ça faisait pousser les cheveux. Donc, tout de suite, en tant que financière, j'ai fait les calculs dans ma tête.
je ne l'avais même pas fait pour les Africains. Pour moi, je me suis dit, oh là là, voilà, ça fait pousser les cheveux. En France, les Blancs n'aiment pas la calvitie. Il y a un Blanc sur 3 qui est chauve. J'ai tout de suite fait mes calculs. Voilà, ça me fait 11 millions de Blancs. Alors si je vais satisfaire ce marché-là, voilà, tout de suite, j'avais pas mal d'argent. Oui, donc j'arrive en France, oui. et qu'est-ce qui se passe? Je commence à recevoir des Blancs dans mon institut, et c'est là où les Africaines viennent, et chacune, parce en que devant sa les perruque, Européens sont venus en premier, voilà. et petit à petit, les Africains découvrent voilà. après les Africains voilà. leur immense Parce richesse. que quand on fait un produit de qualité, quand on fait un produit de qualité et qu'on vend aux Africains étant africains, ça passe pas. Ça passe pas parce que pour eux, puisque ça vient, non, parce que ça vient d'un Africain, ça doit être moins cher. Ça ne doit rien coûter. Ils ne savent pas que vous avez fait de la recherche pour eux, ça veut dire que vous avez ramassé le produit par terre. Il y a encore du boulot à faire. Encore, même comme je leur dis, même pour ramasser, il faut baisser son... il faut se baisser, voilà, il faut amortir son dos. Donc, ça se paye aussi. Donc, les Africains, pour eux, ça ne pouvait pas être quelque chose Enfin, même s'ils acceptent l'efficacité du produit, ça doit être moins cher. C'est pas possible qu'un Africain fasse quelque chose cher pour d'autres Africains. Princesse Juliette Lewad, si je comprends bien, l'activité qui est financière, économiste, auditrice des entreprises, toute cette partie d'activité qui en fait sont des expériences, votre expertise, ne fonctionne plus aujourd'hui. Vous vous concentrez à le produit de la cosmétique. La cosmétique. Moi, j'aime bien ce mot-là, vous l'avez écrit, cosmétologie. Oui. C'est votre principale activité au jour d'aujourd'hui? Oui, mon activité aujourd'hui, c'est la recherche dans les produits ancestraux. On fait une cosmétique alimentaire naturelle. C'est un mot, un terme que j'ai inventé pour la différencier de la cosmétique chimique, car on utilise des produits alimentaires pour faire de la cosmétique. Donc on fait carrément une autre cosmétique, ce que les Blancs ne connaissent pas, les Noirs l'ont créé. Donc mon travail de financière m'aidera après. C'est-à-dire quand j'ai tout laissé, ce qui m'a le plus rebuté, je me suis dit, voilà, je passe mon temps à compter les milliards pour d'autres, alors que je pourrais compter mes propres milliards. Pourquoi me prendre la tête à travailler pour d'autres alors que je pourrais monter ma propre entreprise? Précision, Princesse Juliette Lewad, avec tant de diplômes, une expertise affirmée, une activité intense, mais vous faites peur aux hommes finalement. Est-ce que vous trouvez en réalité le temps encore de vous occuper de votre famille, des autres? Il y a d'abord une idée que, c'est un dicton, c'est une formulation, quand une femme, une Africaine, a une tête pleine, c'est-à-dire instruite avec une telle expertise, apparemment la légende veut qu'on dise que les hommes ont peur d'une femme aussi puissante. Je ne crois pas, peut-être que les hommes ont peur, mais ceux qui me méritent me trouvent. Donc, là, je retrouve votre façon de... Je ne peux pas dire que les hommes... Si les hommes avaient peur de moi, je serais plus seule. Donc, non, mais peur parce que par rapport à votre compétence, pas une peur physique. C'est une peur qu'elle est tellement compétente. Je comprends très bien. Avec quel bout je vais pouvoir échanger et discuter avec elle. C'est cette peur-là, relative. Hein, j'ai aussi besoin d'un homme avec qui j'échange et que je discute. Si c'est un homme que je complexe, c'est même pas la peine. Il ne va pas m'intéresser. Donc ce n'est pas... j'ai besoin d'un homme fort, j'ai besoin d'un homme qui a du répondant, j'ai besoin d'une épaule sur laquelle je peux aussi me reposer, même si cet homme peut se reposer sur moi aussi. Si c'est le cas, pourquoi pas? Mais j'ai besoin aussi d'une épaule sur laquelle je peux me reposer. On a donc vu là, on a cheminé un petit peu là vers à la fin de notre entretien. Et on a vu que au Cameroun, par exemple, vous avez déjà une activité qui va s'intensifier, une activité qui va créer des emplois. Oui, ça crée déjà des emplois au Cameroun, ça crée des emplois ici. Combien de postes créés au Cameroun? Au Cameroun, pendant la production, on peut avoir entre peut-être 20 personnes. Et la production est annuelle ou c'est en continu? Elle est bimensuelle. Elle est bimensuelle. Donc, ça dépend des périodes. Il y a des périodes beaucoup plus où on a le rush par rapport aux ventes privées.
et des périodes un peu plus Est-ce calmes. que c'est une question, lorsque vous dites par période, j'entends là un peu ce qui se passe dans la cosmétique française, avec les huiles, il y a une période pour s'aimer, une période pour récolter, et donc de produire. C'est à peu près le même cheminement chez vous? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire plus pendant la bonne période et moins pendant la période où il y a moins de cette récolte-là. Voilà, et Donc, on stocke on après. stocke pour Ouais. pouvoir l'utiliser en temps voulu. Donc, Alors, votre activité aussi, elle ne s'arrête pas, enfin, vos activités ne se limitent pas à celles évoquées il y a un instant. Vous trouvez aussi le temps d'agir et vous agissez dans le monde associatif. Alors, avec l'université, votre ancienne université, Paris-Dauphine, oui. cette activité, elle est toujours activée ou fallait la mettre un peu de côté parce que trop prise? Non, 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 je n'ai pas du tout de côté. Effectivement, on a créé, vu les dégâts qu'on a pu constater sur les femmes noires, les dégâts du défrisage et du décapage de la peau, on a créé un sommet l'année dernière qu'on appelle le sommet de la beauté divine. Effectivement, ça se passe à l'université Paris-Dauphine. Paris-Dauphine nous sponsorise pour ça. Et l'objectif étant d'attirer l'attention des femmes sur les dégâts du défrisage et du décapage de la peau. Il faut savoir aujourd'hui que je m'adresse là vraiment à la population camerounaise. Les gens ne le savent pas. Il faut savoir aujourd'hui que le défrisage est cause de plusieurs maux. On répertorie aujourd'hui la thyroïde, les fibromes, le cancer du sinus, la leucémie et les fausses couches. Il faut absolument que les Camerounaises qui m'entendent sachent qu'on ne se défrise pas quand on est enceinte. Beaucoup de femmes font des fausses couches pour ça et meurent en couche. Ça, c'est très, très important. En ce qui concerne le cancer de la peau, qu'on connaît déjà par rapport aux produits de blanchiment de la peau, ça, je n'ai pas tellement besoin de le reconnaître. Aujourd'hui, au Sénégal, il y a un produit qui est sorti qui faisait blanchir en 15 jours, mais qui tuait aussi en 48 heures. Donc, les gens commencent un peu à se réveiller. J'ai été très choquée au Cameroun, parce que j'en reviens là depuis 3 semaines, de voir qu'on a des grandes affiches de Be White, Be ceci, alors que nous, on se bat pour que la femme noire, l'homme noir soit fier de sa peau, soit fier de sa couleur et sache que le noir est beau. Je me rappelle quand j'étais petite au Cameroun, les pharmaciens qui vendaient les produits décapants avaient des soucis avec la police. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est fait au vu et su de tout le monde. Voilà, j'espère. C'est le message que je voulais faire passer. Voilà, je pense que, princesse Juliette Lowad, le message est bien passé. Alors, je rappelle que vous êtes princesse Juliette Lowad, chercheuse, inventrice, écrivain et cosmétologue en France. Et vous venez de quelle région du Cameroun? Je suis Bankanté. Un petit mot sur cette caméra-là, en s'adressant à vos parents ou à tous ceux qui écoutent votre langue. Un bonjour, par exemple. D'abord, donc, je suis famille et je suis Fafa et Ngunya de la chefferie Zenia. Voilà. Un dernier mot, princesse Juliette Lowad. Votre espérance pour l'ensemble de vos activités, et vous avez déjà répondu à une question essentielle, c'est que votre expertise déjà s'exporte vers le pays d'origine pour accompagner la construction du Cameroun. C'est une démarche exceptionnelle, je dirais noble. Alors, votre espérance? Mon espérance, c'est que les innovations que nous avons mises en place, soit que ce soit le lifting capillaire, d'aider les Africains à ne plus se défriser les cheveux, mais à garder une chevelure naturellement coiffable, comme celle que vous pouvez voir. C'est très beau. Les Africains bougent. Et de pouvoir se passer du décapage de la peau, que ces innovations-là, ou soigner la calvitie, que ces innovations-là, qu'il y en ait d'autres, parce qu'il y a tout à faire au Cameroun. Il y a tellement de techniques enfouies qui n'ont pas été révélées tout simplement parce que nous méprisons nos grands-parents et nous pensons que le savoir ne vient que de l'Occident. Mais malheureusement, le savoir de l'Occident a ses limites et on le voit aujourd'hui.
Merci beaucoup. C'est ainsi que se termine donc Manège du savoir aujourd'hui. Je rappelle que l'enregistrement s'est déroulé ici même dans le 15e arrondissement de Paris, dans votre salon. Ce n'est pas un salon, c'est un institut. Oui. Et je pense que les téléspectateurs de la Chir TV vont prendre le plaisir de voir et de découvrir une des compatriotes aussi brillante, aussi compétente. Merci de nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, c'est fini aujourd'hui. Au revoir et à bientôt.